bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. En tout cas, aujourd'hui, comme vous le savez, on va faire entrer l'invité déjà, je pense. On va commencer par là. Oui, c'est parti. Radio 2M. Faites entrer l'invité. On a investi dans un jingle et tout, il faut l'utiliser. Alors, comme vous le savez aujourd'hui... Il faut l'amortir. Alors ce matin, deux films, un long métrage et un documentaire. Le long métrage est le premier de la réalisatrice Jihan El-Bahar. Le titre Au pays des merveilles. Il est dans la salle à partir de ce mercredi. L'avant-première a eu lieu hier soir. Ce film raconte le contraste de la bourgeoisie casablancaise et du quotidien pénible d'une famille très modeste dans le Moyen Atlas, tout ça autour de rire et surtout de paroles assez hilarantes. On vous en parle dans un instant. Nous vous parlerons ce matin également d'un documentaire de la réalisatrice Soraya El Kahlaoui, exactement. Kahlaoui, tout à fait. La productrice Intisar Jbiha. Soraya va nous rejoindre dans un instant. Là aussi, on parle de terres, mais d'une manière totalement différente. C'est un documentaire indépendant qui nous plonge dans l'affaire qui remonte à 2014, la destruction de logements d'Indouar, Ouled Dlim, au cœur de Hay Riyad, quartier de Rabat. Là aussi, l'avant-première a eu lieu hier soir à Casablanca. On reçoit nos premiers invités, la réalisatrice Jihan El-Bahar. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vais vous demander de rapprocher un tout petit peu le micro. Bonjour, ça va? Bonjour, ça va, merci. Également avec nous, vous parlez pas ce matin? Si, on va vous obliger. Également avec nous, après la soirée d'hier, c'est difficile. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, on sait que vous avez fini remercie. très très tard. Oui. On vous remercie infiniment de nous avoir fait le plaisir de nous rejoindre en studio ce matin pour parler de ce film. Merci à vous. Oui. Avant de commencer, je vous propose quand même à nos auditeurs de nous rapprocher un petit peu du film. On va écouter tout de suite le trailer, la bande-annonce du film Au pays des merveilles. وي مدام خاصك تلقى لي الطوموبيل ديال الموتى خصنا نمشيو نجيبو سعيد. شكون هادو؟ هذيك عيشه طويله وهذا السي حسن هبط عليا الزبل. وانا انت كنتو ما تسمعوا مدام التازي وتيقوا. انا راجلي التازي الوالد راه منا واحد يستطيع لا مشيتي شحال تقلب لي البارابول برجلي راه حطوا البورطابل. لازم واش كتصاحبي راسك طوكيو راه خلو القفار هنا راه الطوموبيله هادي شي 30 عام هذا السنان Tu me vois انا نبات في عروبيه. في بلاد العجائب ابتداء من 15 من مارس بكل القاعات السينمائية. بشراكة مع راديو دزام. Alors voilà, on aura reconnu Bokhal, c'est Dedes qui est super dans ce film aussi. Alors c'est votre premier long métrage et vous avez voulu montrer la vie très confortable d'une famille très aisée de Casablanca et mettre face à elle la dureté de la vie quotidienne d'une famille qui vit dans des régions reculées. Est-ce que c'est une façon de montrer clairement les fossés de notre société ? Exactement. C'était très clair d'ailleurs à travers le film. C'est d'où le titre du film. C'est de montrer les différentes classes sociales, vraiment les fossés qui séparent les différentes classes de notre société, parce que les contradictions, on trouve un peu de tout au Maroc. Donc c'était l'occasion pour montrer ça. Qu'est-ce qui a provoqué? C'est une rencontre? Pourquoi avoir voulu faire justement ce fossé grandissant? Est-ce que c'est une rencontre? Qu'est-ce qui a donné le déclic? Le déclic. À la base, je voulais raconter l'histoire des gens qui vivent dans des villages isolés, qui manquent. Il y a un manque d'infrastructures, le manque des hôpitaux, des écoles, etc. Donc tout ce qu'on lit sur ces gens-là en période d'hiver, ce qu'ils endurent, leurs souffrances. Donc il y avait ça. Et il y avait à côté la rencontre avec une femme, une bourgeoise. C'était une coïncidence, mais c'était agréable. Et je me suis dit, moi je vis au Maroc, donc je vois ces gens-là, mais je n'ai jamais rencontré vraiment une personne comme ça. Donc elle était spéciale, je me suis dit, il fallait que je fasse cette rencontre entre ces deux mondes. Et ces deux mondes, il y a ceux qui ont tout et se plaignent tout le temps, et ceux qui n'ont rien, Oui. mais qui ouvrent grand leurs portes. On voit tout de suite dans votre film la générosité en fait de ces gens de la ces terre. gens. Oui, exactement. Moi, en écrivant avant d'écrire le scénario, quand j'ai eu l'idée,
je me suis déplacée dans plusieurs régions au Maroc, et surtout dans la région d'Azro où on a tourné. Et j'ai rencontré ces gens-là. Je me suis assise avec eux, on a parlé. Donc, même s'ils souffrent, même s'ils n'ont rien, ils sont vraiment très, très généreux. C'est formidable. Et vous avez pris justement le parti d'en rire, parce que vous n'en avez pas fait un film dramatique du tout, du tout. C'est une véritable comédie du début à la fin. C'était un souhait de ne pas vouloir justement tomber dans le mélodramatique, mais plutôt de rire de la situation et de montrer en fait toute l'absurdité. Exactement. Moi, je trouve, personnellement, qu'à travers la comédie, on peut passer plus de messages ou surtout plus d'émotions et parler de sujets subtilement sans que ça soit vraiment frontal. C'est que les gens rient, mais ils se rendent compte qu'il y a quelque chose derrière. Ça marque les esprits, l'humour. Voilà. Alors, Majdeline, voilà, je voulais poser justement une question à Majdeline Idrissi, parce que, bon, on sait très bien que dans différents rôles, les acteurs essayent de passer par une recherche du personnage. Généralement, quand on joue quelqu'un qui est drogué, par exemple, ou un criminel, ou un psychopathe, alors que vous jouez une bourgeoise. Est-ce que ça a été difficile de vous... C'est pas juste une bourgeoise, c'est une bourgeoise méchante, névrosée. Exactement. Mais vraiment. Est-ce que vous avez dû aller à la rencontre des bourgeois, rentrer chez eux, essayer d'étudier leur... C'est une bourgeoise. Non, pas du tout. Non. Je ne suis pas... En tout cas, ce genre de personnes, on en voit beaucoup. Ouais. D'ailleurs, elle s'appelle pas, elle n'est pas réellement une vraie Tesi. Oui, exactement. Vous avez vu le film. Oui. Mais moi, elle est de Berchid. Elle est de Stade. Et de Stade, pardon. Et c'est ce qu'on a au Maroc. On a beaucoup de femmes, malheureusement. Il n'y a que l'apparence. C'est tout le temps changer de sac, frimer. Ils n'ont rien. Elles pensent qu'à ça. Moi, je vois que, sincèrement, je vois que ça. Est-ce que Quand je vais dans les salons de coiffure, il n'y a que ça. Est-ce que les salles de sport sont un bon endroit pour étudier un petit peu ce phénomène? Moi, j'ai été 2 fois et j'ai pas pu supporter parce qu'elles sont pas là pour faire du sport. Ouais. Juste pour voir ton sac, tes baskets, ta montre. Et... C'est tous ces clichés justement que vous vouliez montrer au grand jour, parce que vous savez que ça va toucher une grande partie de la majorité en fait de la population marocaine. C'est clair, net et précis. Oui. Donc, oui, moi je trouve que je travaille toujours sur des personnages qui existent. Donc, Madame Tesi, pour moi, elle a existé. Donc, je l'ai rencontrée. Elle existe réellement. Mais ce que dit Majdeline est vrai, parce que il y a plusieurs personnes qui sont fausses intérieurement. Donc, et le rôle de Madame Tesi ici, le rôle de Majdeline, c'est une personne qui est mal dans sa peau au début. Alors, on va justement, pour nos auditeurs, raconter le pitch un peu. Pouvez-nous faire le pitch? Oui, bien sûr. Il s'agit de... Alors, le film raconte l'histoire d'une bourgeoise dont le mari est mort dans une région lointaine, dans un village au Moyen Atlas. Et elle demande à son chauffeur de l'accompagner, de trouver une ambulance pour aller chercher. Donc le chauffeur, il ramène 2 membres de sa famille, une chanteuse populaire, et il lui dit on va juste les déposer en route et on revient. Alors il y aura plusieurs situations comiques parce qu'il y a quand même aussi une différence de classe entre cette bourgeoise et ces gens-là populaires. Il y aura plusieurs situations en cours de route. Et une fois arrivé à destination, c'est là que commence le film. C'est le séjour. Quand ils vont passer quelques temps ensemble, ils vont se découvrir, ils vont passer du temps aussi avec eux-mêmes. Oui, vous avez même habillé les chèvres en Dior, vous. Oui. Bon, c'était burlesque. Oui. Mais c'est ça qui est intéressant, parce que à travers les chèvres, la elles sont comédie... importantes pour ces gens. Mais bien sûr, mais justement, c'est exactement ce que j'allais vous dire. Vous montrez sous le ton de la comédie l'importance des choses. Si pour cette femme de Casablanca, richissime, qui vit dans sa gigantesque villa, vous montrez dans le film l'importance des animaux, des bêtes, qui sont leur seule survie, mais aussi une scène qui pourrait être, moi, qui m'a marqué, cette scène de l'eau, tout simplement, où cette gamine va chercher de l'eau très 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 loin, et elle vide des bidons et tout, parce que nous, l'eau du robinet, il suffit de tourner le bouton.
Et ça aussi, donc, à travers la comédie qu'on pourrait trouver complètement anodine, à travers votre long métrage, il y a beaucoup, beaucoup de messages. Bah, j'espère que c'est passé. J'espère que surtout l'émotion qui sont passées, que voilà, que j'ai réussi à faire rire les gens quand il fallait, à les faire pleurer quand ça nécessitait. Donc, Alors, moi, je voulais vous poser une question par rapport. C'est votre premier long métrage. Vous avez travaillé quand même avec de grosses pointures. On parle notamment de Majdoline Idrissi, mais aussi de Fedwa Talab, d'Aziz Dadas et de Malek Armis. Comment s'est passée un petit peu la collaboration? Je vous parlais surtout sur l'humour, parce qu'on sait que les dialogues sont écrits, mais il y a quand même un petit peu de chacun. Je pense à Aziz Dadas, c'est oui, quelqu'un qui fait un petit peu d'improvisation aussi. Il y avait une grosse part d'improvisation? Non. non. Clairement, elle est allez, très difficile, non. Pas du tout. Non, même pour lui proposer, c'était difficile. Il fallait qu'Aziz Dadas et moi, il fallait qu'on se réveille tôt il fallait qu'on trouve le moyen pour lui faire vendre notre idée. Non, mais il Elle faut est dire aussi que... Elle veut que, vraiment, rarement. Moi, je pense que 2-3 fois, j'ai pu mettre une touche à moi et Dadas aussi. Ouais. Mais ce qui Non, est ça, important aussi, c'est que quand même, lors de ma recherche du casting, je cherchais des personnes, des acteurs qui avaient le sens de l'humour. Oui. Parce que dans une comédie, c'est important. Sinon, ça devient lourd. Si c'est un acteur qui se plante en disant une réplique et qui le dit mal, ça foire. Donc, il fallait que je cherche des acteurs qui ont vraiment ce sens-là, qui sont drôles dans leur vie. Est-ce qu'il y avait des égos à gérer? Non, pas du tout. Je pense que... Non, je Je n'ai pas pose travaillé. des questions, mais bizarres. Bah oui, je pose des questions parce que c'est le premier long métrage, c'est toujours une expérience qui va nous marquer, il y aura Inch'Allah beaucoup d'autres longs métrages, je vous le souhaite, mais en tout cas, on essaie de tirer aussi on apprend des choses. Non, les égos des acteurs, c'est surtout pour... ils ont besoin d'être flattés un peu, donc c'est travailler sur leur image, donc c'est un jeu, mais c'était pas... Moi, j'ai pas travaillé avec les grosses têtes, ceux qui se prennent vraiment, parce que c'est difficile, d'autant qu'on a les conditions de production assez difficiles, donc on n'a pas le temps de gérer ça. Donc non, les acteurs... Alors, il y a eu le tournage, durant tout le film, et justement dans ce petit village reculé du Moyen Atlas, il fait très froid, il y a le combat pour arriver à se chauffer, acheter du bois, des populations qui n'ont pas spécialement l'argent pour acheter le bois, mais du coup vous avez dû vous aussi tourner dans des conditions un petit peu difficiles parce que vous l'avez vécu, vous avez vraiment eu froid. Majdoline, on vous voit terrifiée par le froid. Oui, et moi je n'aime pas le froid, même si j'ai vécu 8 ans au Canada, je n'aime pas le... Donc ça a été un tournage de quelle durée? Difficile parce qu'on avait presque toutes les séquences, elles sont extérieures, donc on avait froid. J'avais juste un jean et vu le costume que Madame Tazi elle avait. Et c'était très difficile. Et la journée, il fallait qu'on se réveille à 4 h du matin parce que la journée, la lumière, pour qu'elle puisse profiter. Elle était courte la journée, donc il fallait se réveiller très tôt. Il y a eu un entraînement spécial pour utiliser des talons sur ce genre de... sur les collines et tout. Moi, j'étais pas d'accord pour ces talons-là. Parce qu'on avait peur pour vos chevilles. On va expliquer à nos auditeurs. Oui, parce que Madame Tazi ne laisse pas tomber. Village, voilà, où il n'y a pas de route, où il y a Wallo. Exactement. Et elle a des talons de 20 cm. Qu'elle ne laisse pas tomber, quoi. Ouais. Si, c'est marquant. Justement, je crois que ça résume tout, quoi. Être avec des talons de 20 cm en plein milieu des champs. Et Madame Tazi qui y arrive quand même à marcher, c'est quelque chose. C'est représentatif aussi de l'état d'esprit, parce qu'on se met sur un piédestal, on est à 20 cm des autres, on est hautain. C'est une image assez forte, mais en vous déplaçant sur les cailloux, j'avais peur quand même pour vos chevilles. Alors, ce matin, on avait envie de parler de votre film, et on avait envie d'une rencontre aussi avec une autre réalisatrice, dont c'est le premier documentaire et qui vient de nous rejoindre, Souraya El-Kahlaoui, avec un documentaire qui a été présenté lui aussi en avant-première hier soir, juste à côté d'ici, à l'usine. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, très bien. On vous a fait réveiller très tôt tous. On sait que vous vous êtes couchées toutes super tard. On parlait avec Jeanne à l'instant de la Terre, puisqu'elle est allée dans des régions reculées et voulait montrer le contraste
justement de nos sociétés, les gros fossés qui existent entre les gens très aisés, la bourgeoisie notamment casablancaise et les douars de gens qui n'ont pas grand-chose mais qui ouvrent grand la porte. Soraya, toi, ton documentaire, c'est totalement autre chose, mais nous sommes sur la terre également. Ce sont des gens qui avaient, mais qui ont tout perdu. C'est la fameuse affaire Guiche. Je disais tout à l'heure que c'est une affaire que nous avions traitée sur Radio 2M à l'époque. C'était 2014, je crois. 2014, voilà. Plonge-nous un petit peu dans ce documentaire, le travail qui a été fait, parce que ça a été long. Alors, ce documentaire, comme je le dis dans le documentaire, il est d'abord né d'une rencontre et d'un hasard. C'est-à-dire que, en fait, j'ai rencontré les habitants du Douar Ouled Lim suite à la lecture d'un article de presse, tout simplement, paru dans Média 24. Donc, merci aux journalistes. Merci particulièrement à Amine Belrazi qui a écrit cet article. Et c'est comme ça que, par curiosité, j'ai décidé d'aller voir ces habitants qui, en tout cas c'est ce qu'il y avait écrit dans l'article, avaient été expulsés de leur terre collective au cœur de Rabat. Moi, à l'époque, j'arrivais de France. Ça faisait 10 ans que j'étais en France à l'époque et c'était donc mon retour définitif au Maroc. Et j'apprenais qu'il existait des terres collectives et des terres agricoles en plein cœur de Rabat. C'est incroyable, c'est la capitale. Et là, on apprend qu'il y avait en fait des fermiers qui habitaient et puis ils ont été expulsés. Alors je me suis dit, tiens, c'est étrange. Et donc j'y suis allée, voilà, tout simplement. Et à l'époque, j'apprenais à filmer. Comme ça, pour m'amuser en fait. Et donc j'avais une petite caméra amateur, que j'ai toujours d'ailleurs, et c'est elle qui m'a accompagnée durant tout le film. Dès mon arrivée chez les habitants du Douar Ouled Lim, qui étaient alors rassemblés sur la bretelle d'autoroute de Rabat et qui protestaient pour revendiquer leur droit à un relogement, les femmes m'ont tout de suite entourée et m'ont demandé de filmer. Et ça a été assez incroyable pour moi, parce que pour moi qui suis sociologue, je suis habituée à mon petit papier et mon crayon. Et là, tout d'un coup, je découvrais en fait le pouvoir de la caméra, le pouvoir des médias. Et j'avoue que j'ai beaucoup aimé ça. Et j'ai aussi été très très bien entourée par les habitants du Douar Ouled Lim qui m'ont vraiment accueillie en leur sein comme dans une famille, m'ont beaucoup protégée et m'ont fait confiance. Et du coup, eh bien, j'ai passé avec eux 2 ans. Donc... Mais qu'est-ce que tu as filmé, Soraya, exactement? Parce que c'est un travail colossal, 2 ans. Donc tu as accompagné un petit peu leur quotidien. Mais qu'est-ce que tu filmais exactement? Eh bien, en fait, au début, j'ai filmé surtout leurs témoignages. Donc eux, ils voyaient la caméra arriver comme le pouvoir de médiatisation de leurs paroles qui était peu connu à l'époque. C'est ça. Et comme moi, je ne suis pas cinéaste et que je n'ai pas de formation là-dedans, c'est pas que j'avais dans l'idée de faire des plans ou même dans l'idée de faire un documentaire. Moi, je prenais des vidéos, puis je les postais sur YouTube. C'était tout ce que je faisais. Et puis, petit à petit, parce que les mois ont passé et que moi-même, je me suis approprié cette caméra. Ouais. Et puis, la caméra aussi. Et du coup, j'ai commencé à filmer... leur monde, leur vie, les maisons qui restaient, les brins d'herbe ou de champs ou de bananiers qui repoussaient. Et petit à petit, je suis rentrée aussi dans leur quotidien. Et c'est ce qui donne, je crois, une touche un peu intimiste aussi au film, qui permet vraiment aux spectateurs de se sentir accompagnés et vraiment rentrer chez les habitants. Du coup, en quelque sorte, vous l'avez écrit en même temps de l'avoir vécu. C'est-à-dire que, parce que généralement, les documentaires, les gens croient que c'est vrai que ça relate la réalité, mais c'est scénarisé, c'est-à-dire c'est écrit, parce que c'est un point de vue, c'est une perspective sur une problématique. Et là, vous vous retrouvez dans une configuration où, après avoir passé 2 ans, vous l'avez écrit un petit peu avec ces femmes-là, avec ces gens-là. J'ai écrit ce documentaire 2 ans et demi après avoir filmé. C'est-à-dire au moment où je me suis retrouvée avec des rushs incroyables en termes de nombre, et que, notamment poussée par Intisar Jbiha, qui est donc la productrice du film, que vous connaissez bien, et Sabrina Hakim, qui était journaliste audiovisuelle et qui m'a beaucoup accompagnée dans l'affaire Guichoudaya, qui m'ont dit « Tes rushs sont super, lance-toi dans un documentaire ». Et c'est vraiment aussi grâce à cette équipe
et qui m'a accompagnée, que ça a pu prendre forme, parce que moi, à la base, j'y connaissais rien, en fait. Et il n'y a pas eu de souci, justement, d'autorisation de tournage? Alors, c'est très drôle, parce que hier, à l'avant-première, tout le monde me posait ces questions. Eh bien oui, bien évidemment. Mais comme j'ai tourné avec un matériel amateur, parce qu'il y a une toute petite caméra, et puis d'ailleurs, de toute manière, ce n'était pas destiné à la base à être un documentaire. Donc non, au Maroc, quand on tourne avec un matériel amateur, on n'a pas besoin. C'est une petite astuce pour beaucoup. Alors, c'est assez inédit parce que tout ce superbe projet est appuyé sur une association. Oui. J'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu. Alors, l'association Belek, dont le nom doit être attribué à Intissar, qui a eu la magnifique idée de le trouver. C'est une association qui a été créée au courant du film, pendant le film, et qui a réuni plusieurs désirs, ceux d'Intissar, ceux de Sabrina et les miens, et aussi de Jawed qui est avec nous, un ami à nous qui est aussi avec nous dans l'association. L'idée de cette association, c'est vraiment de créer un laboratoire indépendant, un laboratoire de création. Donc tant un laboratoire de création type recherche, qui ressemblerait plus à ce que je fais moi, qu'un type de création artistique. Et l'idée, c'est vraiment effectivement d'arriver à parler de sujets sociaux en arrivant à mêler en même temps un travail de fond et un travail sur la forme artistique, etc. etc. Quand, Jihan, vous entendez l'histoire de Souraya, de documentaire, vous trouvez un lien avec vous? Celui de la Terre? Ou oui. pas plus que ça? Oui, on parle de communauté aussi, donc oui, il y a un certain lien quand même. Il y a un lien parce que vous êtes dans un douar de gens qui ne vivent pas avec grand-chose, mais qui sont pas... Vous ne montrez pas une souffrance. Vous montrez des gens isolés qui ont un quotidien particulier, totalement différent de ce que peuvent vivre des personnes dans des grandes villes comme Casablanca. Mais le drame de l'histoire de Souraya, c'est presque votre douar que vous enlevez et que vous mettez en situation urbaine. Je pense aussi que je montre une certaine souffrance quand même. Quand on voit le petit qui voit ces gens, quand ils arrivent avec des ailes qui vont le sauver, alors le sauver de quoi? Déjà, c'est juste... on parle du béaba, c'est-à-dire où il rêve juste de l'école, d'aller à l'école, des gens, du bois pour se réchauffer, donc des choses très simples. Donc, pour moi, c'est une souffrance quand un petit rêve de choses qu'on a, nous, qui nous paraissent totalement anodines et acquises, et lui, il n'a pas. Il y a surtout cette image aussi de voir les gens qui viennent de la ville avec des ailes d'ange, sont venus comme des sauveurs. Comme le Messie. Exactement. Comme le Messie. Vous restez avec nous 2 petites secondes. Oui. Alors, je sais que Souraya, tu pars en projection là tout de suite pour Rabat. C'est une projection où? C'est une projection qui est destinée à des étudiants américains qui viennent chaque année. Enfin, chaque année, c'est un nouveau lot d'étudiants, bien sûr. Mais Ils renouvellent le stock, c'est bien. Ça. Mais c'est un programme d'échange entre des étudiants américains et un peu plein d'universités dans le monde. Et voilà, ils travaillent sur les questions urbaines, écologiques, etc. Donc, c'est à eux que sera diffusé le film. On va en reparler de ce documentaire. Exactement, et vous restez avec nous puisqu'on va marquer une petite pause publicitaire et on revient juste après pour les informations de 8h30. On parle du film, le premier film de Jihan El-Bahari, elle est avec nous pour parler de son premier film Au pays des merveilles, accompagné par Majdoline El-Idrissi et avec moi, Fethi El-Aouni. On était en train de parler du film, on a fait son pitch, on a parlé des conditions de tournage. Voilà, et on va parler maintenant, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu avec Jihan du financement. Je crois que le film a coûté quelque chose comme 6 millions de dirhams. Oui, à peu près. Mais vous avez obtenu très peu d'aide. On a obtenu 3 millions du CCM. Déjà, c'était très bien. Et comment vous avez fait pour le reste? Pour le reste, on a géré comme on pouvait, à droite et à gauche. On a eu une coproduction avec Disconnected, une société de production.
que je remercie d'ailleurs, parce qu'il y a très peu, le problème du financement au Maroc, et surtout pour un premier film, il y a très peu de gens qui croient, donc c'est normal, d'autant qu'ils ne prennent pas le risque, même si c'est pas le premier film, même si c'est le quatrième ou le cinquième, on n'a pas cette prise de risque comme sur le ailleurs. cinéma. Même si les comédies ont tendance à mieux marcher que les autres films, il y a des comédies qui ont eu de grands succès, qui ont resté dans des salles dans très très longtemps. Oui, mais je pense que c'est pas très rentable après. C'est pas très rentable parce qu'il y a plus beaucoup de salles. Il n'y a pas de salles, mais aussi il y a les Mm. salles qui prennent pratiquement 75% des recettes. Donc c'est pas rentable, mais pour les gens qui financent. Et le développement de plateformes de vidéos à la demande, aussi de live stream qui commence à prendre, peut-être c'est minoritaire, mais c'est quelque chose qui pourrait peut-être être une bonne nouvelle aussi pour le cinéma marocain. Bah, j'espère. Voilà. Majdeline, vous disiez Le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas... On a peut-être 10-15 salles. Vous me demandez si vous faites vous rapprocher un petit peu. Oui, il y a 10-15 salles et c'est pas... À l'époque, quand j'avais tourné Les Bandits, il y avait beaucoup plus que ça. Bah, c'est qu'aujourd'hui, même un film qui plairait énormément au public, nous sommes confrontés au Maroc un drame, vraiment. Il faut le dire très clairement. Aux salles qui disparaissent les unes après les autres. Non seulement on n'en avait déjà pas beaucoup, mais celles qui tiennent très 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 difficilement. C'est dû à quoi, à votre avis? Au public qui ne se déplace plus, justement à cause des vidéos, au piratage? Bien sûr. Et il faut aussi, peut-être aussi se réconcilier avec le public marocain, faire des films proches qui lui plaisent, qui lui parlent plus. Quels étaient les risques pour vous je veux dire, vous avez un projet entre les mains, vous écrivez un film, on parlait à l'instant du financement, vous ne savez pas si vous allez pouvoir aller au bout de votre projet ou pas. Oui. Quels ont été les risques clairement pour vous? Les risques, c'est ça, c'est que je ne savais pas si j'allais finir le film. C'était une première production, parce que je l'ai fait avec ma boîte de production, c'est la première fois. Donc c'est le premier film avec une première production, premier long métrage. Donc c'était une aventure. Heureusement, il y avait des gens qui s'occupaient de ça, du volet financier. Il y avait Jamal Khanoussi, donc que je remercie, c'est grâce à lui que j'ai pu finir le film. Et voilà, on a pris le risque, on voulait faire un bon truc, tout le monde, donc... Aujourd'hui, certains réalisateurs paraissent un petit peu comme des héros, parce qu'amortir un film, c'est presque... Un miracle. Un miracle absolu. Et ça, vous le savez dès le départ. Oui. Que vous ne l'amortirez pas, que c'est de l'argent que vous n'allez pas récupérer. Oui, c'est sûr. Mais de toute façon, c'est pas... C'est de l'argent, déjà j'ai pris l'avance sur c'est-à-dire c'est une grande partie qui revient au CCM. Et puis les recettes, c'était pas vraiment mon but. Moi, pour un premier film, le but était clair. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai monté ma propre boîte de production. C'est que j'allais investir l'argent que j'avais dans le film pour avoir un bon produit qui plaît aux gens. Donc c'était ça le but dès le début. Après... qu'on ait des recettes ou pas, ça reste vraiment parce que c'est pas... je pense pas que c'est ça le problème, c'est que on ne gagne pas vraiment de l'argent du cinéma. Quel est justement, on profite de l'occasion de vous avoir avec nous en studio ce matin en direct, la situation aujourd'hui du cinéma au Maroc? Je sais pas, moi je dis toujours que je serais assez prétentieuse si je parle de cinéma marocain. Mais je pense que ce qu'il faut faire, c'est justement ce dont je parlais tout à l'heure, c'est faire des films. Moi, mon but, c'est de réconcilier un peu le public avec le cinéma marocain. Et que, voilà, qu'on repeuple un peu les cinémas. Faire du film grand public. Voilà. Pour que chacun s'identifie et que ça soit vraiment son propre produit. C'est vraiment sa réalité et ça lui appartient. Donc, je ne sais pas si le cinéma marocain, en général, a réussi en ça. En tout cas, moi, je voudrais réussir. Majdeline, vous avez tourné dans de nombreux films. Quelle évolution et quel constat vous faites aujourd'hui, vous, en tant qu'actrice?
Là, on ne parle pas spécialement d'argent ni de budget pour tourner, mais quelle évolution par rapport au public, les cinéphiles marocains, quel constat vous faites? Vous dites que la situation est vraiment dramatique, il faut se bouger, il faut faire quelque chose? Il y a quand même, ça va faire 10 ans depuis Les Bandits, depuis les films de l'Khmari. C'est-à-dire que les gens, ils commencent... Oui, pardon. C'est que les gens, moi, je sais que le Marocain, il préfère voir un film marocain qu'un film parce qu'il se voit. Mais moi, je me dis tout le temps qu'il faut plus de moyens. Parce que, par exemple, on a tourné en 4 semaines. Si elle avait juste le double, elle pouvait tourner en 8 semaines. Et j'ai eu la chance, j'ai tourné sur un film en France et j'ai vu qu'on ne pouvait pas dépasser 8 heures de tournage, alors que j'ai déjà fait plus de 18 heures sur des films. C'est trop difficile pour nous parce que tu dors pas, donc tu es moins concentré. Par exemple, Jeanne, elle avait plusieurs séquences à tourner. Il faut donner le maximum. Ça me laisse pas le temps de refaire la scène plusieurs fois, d'avoir la chance de tourner une séquence par jour ou 2 séquences. C'est sûr que la séquence va être bien. Parce qu'elle va... Et moi, je me dis qu'il faut plus de moyens, qu'il faut plus de salles. C'est du 4 minutes utiles par jour? C'est du 6 minutes? Oui, à peu près. Sur le regard, le public marocain, le cinéma aujourd'hui marocain. Moi, je pense ils ont vu la différence qu'il y a des comédiens qui jouent plus naturellement, qu'on est osé sur des sujets et qu'on est encore mieux filmé qu'avant par rapport, je dis. Bien sûr. Moi, je fais confiance. Moi, je me dis qu'il faut juste beaucoup plus de salles. Parce que si on a plus de salles, il y aura plus de production, il y aura de la concurrence et ça va marcher. Peut-être aussi plus d'aide? Ça, c'est sûr. Et ils vont gagner de l'argent s'il y a plus de le cinéma, c'est de l'argent. Ben oui, mais justement, pas de salle pour projeter, ça veut dire déjà moins d'argent. Pas de salle, il n'y a pas de moins public. d'aide, c'est également moins d'argent. Les producteurs, ben, c'est pas des banques à renflouer du fric en non-stop. Et on se rend compte que le constat aujourd'hui, le cinéma marocain va mal. Oui, mais il faut aussi, moi je trouve qu'il faut aussi des sponsors, des gens qui investissent, qui ne sont pas du domaine, qui ne sont pas comme ailleurs. Est-ce que vous en avez recherché justement, vous? J'en ai recherché, mais c'est difficile, comme je disais, c'est mon premier film, donc croire en moi c'était vraiment un peu compliqué. Donc on a cherché à droite et à gauche, on a eu quelques aides, mais ce n'était pas suffisant. Donc cette prise de risque aussi, elle est importante. Mais comme je disais, c'est un cercle parce que même s'ils prennent le risque, après il y a la salle qui prend beaucoup d'argent. Donc les recettes, c'est pas vraiment très rentable. Est-ce que le film est sélectionné dans des festivals? Je ne l'ai pas encore envoyé. Donc je me concentrais juste sur la sortie, mais ça va l'être. Hein. Et donc ça va l'être, Inch'Allah, oui. Merci beaucoup, mesdames. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Et dès 14h, vous pouvez aller voir Au Pays des Merveilles. C'est dans les salles. Voilà, merci beaucoup à Jeanne Bahar. Merci beaucoup à Majdoulin Idrissi d'avoir été nos invités ce matin. Merci à vous. Allez, on passe tout de suite une courte pause publicitaire et on revient juste après.